Le destin d'Israël doit être décidé par le peuple et je crois fermement à la force du peuple. Et c'est la raison pour laquelle ce grand meeting est organisé ce soir au Binyan Haouma. C'est pour justement, avec énormément d'organisations, d'associations qui se sont regroupées pour organiser ce congrès. La raison est justement la pression du peuple. Et Netanyahou croit énormément également en l'opinion publique. Il le sait que c'est extrêmement important. Et bien, nous allons lui montrer que le peuple veut revenir à Gaza. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Nili Naouri. Bonjour Nili, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'organisation Israel is Forever et nous voulions avoir votre appréciation sur plusieurs sujets importants qui sont liés bien entendu de près à l'actualité, à la guerre dans la bande de Gaza. Le premier sujet, eh bien, il se rapporte directement, véritablement à cette guerre, aux conséquences, aux résultats de cette guerre, avec l'initiative prise par plusieurs organisations, dont la vôtre, de se rassembler ce soir au Palais de la Nation, au Binyan Haouma à Jérusalem, pour réclamer, on va dire, demander au gouvernement de réinstaurer des implantations juives, de réinstaller des implantations juives dans la bande de Gaza, comme c'était le cas jusqu'en août 2005 avec les implantations du Gush Katif. Alors, expliquez-nous quel est l'objectif au-delà on va dire de l'idéologie que l'on peut comprendre, hein, l'idéologie de la droite nationaliste, de revenir dans des localités qui ont été démantelées en 2005. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est l'objectif? L'objectif est de réparer l'erreur fatale qui a été faite lors des accords d'Oslo, qui avaient comme première étape Gaza, Yericho, Trila, Gaza, Jéricho d'abord, et le fait que Tsahal soit sorti de Gaza, puis dans une deuxième étape, en 2005, effectivement, l'expulsion des 8500 juifs qui habitaient la bande de Gaza, le Gush Katif. Et à partir de ce moment-là, le terrorisme a bien entendu fleuri dans cette région, puisque lorsqu'il n'y a pas de juifs, lorsqu'il n'y a pas de souveraineté juive, lorsqu'il n'y a pas de présence juive, eh bien les Arabes comprennent qu'ils ont un espoir de construire un énième État terroriste sur nos terres. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Pendant 20 ans, nous avons laissé cette situation s'envenimer. Nous avons laissé le Hamas organiser la guerre. Nous le voyons bien tous les jours avec la découverte de centaines et de centaines de kilomètres de tunnels. Donc pendant 20 ans, ils se sont préparés à la guerre. Pendant 20 ans, ils ont envoyé des missiles sur le sud du pays. Et également, ils sont arrivés, bien entendu, avec leurs missiles de longue portée, maintenant dans le centre du pays. Et c'est ce qui nous fait maintenant réagir, alors que le sud est sous le feu terroriste depuis maintenant 20 ans. Et donc, il était temps d'arriver non seulement à une véritable guerre et pas seulement à un énième round. Et il est temps de comprendre que seule une présence juive peut assurer notre sécurité. Alors, je pense qu'après le 7 octobre, il y a beaucoup de personnes qui, ou naïvement, ou de manière irréfléchie, pensaient qu'il y avait une paix qui était encore possible. Aujourd'hui, cet espoir de paix, nous le comprenons, est impossible avec les barbares que nous avons comme voisins. Il n'y a que la sécurité qui compte et la sécurité ne peut être assurée qu'avec la souveraineté juive. Alors, je rappelle qu'il y a un gouvernement qui est essentiellement un gouvernement de droite, avec des éléments de la droite, on va dire nationaliste, musclés, on va dire comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Or, pourtant, on n'a pas véritablement le sentiment que c'est l'intention de Binyamin Netanyahou de promouvoir de tels projets. Comment vous expliquez cela et comment vous avez l'intention d'essayer de le mobiliser pour aller dans ce sens? Est-ce qu'il y a une réelle, véritable opportunité pour essayer de reconstruire des implantations à l'intérieur du territoire de la bande de Gaza? Nos élus ne sont que le dernier échelon dans l'échelle de la prise de décision. Le destin d'Israël doit être décidé par le peuple et je crois fermement à la force du peuple. Et c'est la raison pour laquelle ce grand meeting est organisé ce soir au Binyan Haouma. C'est pour justement, avec énormément d'organisations, d'associations qui se sont regroupées pour organiser ce congrès,
Et la raison est justement la pression du peuple. Et Netanyahou croit énormément également en l'opinion publique. Il en joue énormément, il le sait que c'est extrêmement important. Eh bien, nous allons lui montrer que le peuple veut revenir à Gaza. Il y a également des ministres du Likoud même qui seront à ce congrès, dont Miki Zohar et Katz. Il y a bien entendu aussi des ministres et des députés de Otzma Yehudit et de la Tzionut Datit. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ces élus entendent la voix du peuple et la voix de la raison. Lorsque Netanyahou est quelque peu bloqué par les pressions américaines, par un Biden qui ne désire qu'une chose, c'est de voir encore un État arabe supplémentaire à Gaza et qui n'a pas encore compris les leçons de cette guerre, eh bien nous devons faire une contre-force et faire comprendre à notre Premier ministre et à tous nos élus que ce que veut le peuple et ce que dicte la raison, c'est une présence juive dans la bande de Gaza. Alors je voudrais m'arrêter avec vous sur un point particulier, parce que ceux qui ont vécu les expulsions des habitants du Gush Katif en août 2005 eh bien, se souviennent d'un élément, d'une manifestation en particulier, la manifestation à Kfar Maïmon, où l'une des conclusions, ça a été que, eh bien, à part le sionisme religieux, on va dire, ou peut-être une frange à peine du Likoud, eh bien, le peuple n'était pas justement derrière les habitants du Gush Katif. Et l'une des conclusions, ça avait été de dire que le sionisme religieux doit essayer de s'implanter dans les cœurs des Israéliens. 20 ans plus tard, est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus facile de s'implanter dans le cœur des Israéliens pour faire comprendre la nécessité de réinstaller des localités juives dans la bande de Gaza ? Je pense que la réalité nous le fait comprendre. Ceux qui s'étaient prononcés pour l'expulsion des Juifs du Gush Katif étaient essentiellement tous ceux qui étaient dans le Otef-Aza, dans ces kibbutzim qui ont été attaqués par la barbarie du Hamas. Et eux-mêmes ont compris, sont revenus de leur naïveté originelle et ont compris que ce qu'il fallait, c'était raser Gaza, détruire le Hamas. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y aura une large majorité pour une réimplantation à Gaza. Vous savez qu'il y a un sondage qui a été, dont les résultats ont été donnés il y a quelques jours. 74% des Israéliens sont pour une émigration volontaire des Arabes de Gaza. Donc, c'est dire que la majorité du peuple comprend quelle doit être notre direction à prendre aujourd'hui. Nous ne voulons plus de voisins barbares. Nous comprenons que nous devons obtenir notre sécurité et c'est par l'émigration en masse des Arabes de Gaza et une installation juive. Alors, je voudrais que l'on revienne avec vous sur deux autres sujets. On va voir comment se déroule ce soir cette convention, ce rassemblement donc à Binyan Haouma. Mais je voudrais revenir sur deux autres sujets qui sont également de l'actualité, qui sont liés à la guerre. C'est la décision ce verdict intérimaire de la Cour de justice internationale de La Haye qui n'a pas ordonné l'arrêt des combats dans la bande de Gaza, mais qui a publié plusieurs ordonnances à l'intention d'Israël. Certaines sont assez amusantes, même, on pourrait dire. D'autres sont assez étonnantes et stupéfiantes. Quelle est votre appréciation de ce verdict, et que finalement, sur le fond, eh bien, c'était bien qu'Israël soit présente, se défende, même devant cette cour internationale qui, on le sait, n'est pas particulièrement impartiale? Je l'ai dit dès que l'on s'est présenté devant cette cour, que c'était une grave erreur de la part d'Israël, qui n'était pas obligé, d'après d'ailleurs les termes de la Convention, de se présenter et de proposer une défense. Nous savons très bien comment jugent les instances internationales en ce qui concerne Israël. Si nous avions agi comme le voulait l'ONU, l'UNRWA, nous l'avons vu encore hier que plus de 11 membres ont participé au massacre du 7 octobre. Donc toutes les résolutions de l'ONU et maintenant la décision intérimaire de cette Cour internationale, Israël n'existerait plus. Ce qui est incroyable, c'est que c'est le Hamas qui devrait être accusé de génocide, puisque leur charte même défend l'idée de l'extermination du peuple juif. Donc là, tout le verdict qui a été donné
plante les bases d'un soi-disant génocide contre les Arabes palestiniens, ce qui n'est bien entendu pas le cas, puisque nous sommes dans une guerre qui n'a pas été voulue. Nous nous défendons et nous savons également que non seulement les membres du Hamas, les leaders du Hamas sont responsables, mais également la population soi-disant civile innocente, puisque nos soldats nous rapportent que lorsqu'ils rentrent dans des maisons, ils ont beau trouver des lits d'enfants, des jouets d'enfants, et bien dans les peluches même, ils trouvent des armes. Dans chaque maison, il y a des armes. Dans chaque maison, il y a la carte de tout Israël, de la mer au Jourdain, avec les couleurs des Arabes dits palestiniens. Et donc, nous savons très bien quelle est leur volonté, c'est l'extermination totale du peuple juif revenu sur sa terre. Donc, nous savons très bien que nous ne devons pas écouter les instances internationales, que ce ne sont pas des juges qui décideront de notre sort, que nous devons terminer cette guerre selon l'intérêt d'Israël et selon l'intérêt d'Israël seulement, et que nous n'avons que faire de ce que peuvent dire certains juges. Et je tiens à remercier énormément la juge de l'Ouganda qui a voté contre toutes les décisions intérimaires, contrairement d'ailleurs au juge Barak qui s'est prononcé pour arrêter soi-disant l'incitation à la haine et au génocide, et qui s'est prononcé pour des convois humanitaires en faveur de cette population de Gaza. Donc nous ne sommes trahis que par les nôtres, malheureusement, et j'espère que la décision du gouvernement sera de ne pas faire cas de la décision, même si elle est seulement intérimaire, de la Cour, et que nous terminerons cette guerre selon l'intérêt d'Israël uniquement. Dernier point que je voulais mentionner avec vous dans cet entretien, c'est les initiatives prises ces derniers jours par certaines des familles des otages. Et on a le sentiment d'une certaine manière qu'il y a un groupe, une seule organisation qui s'occupe des familles des otages. En fait, c'est pas vraiment le cas. Il y a des divergences d'approche entre les familles des otages, et on va dire que même s'il y a apparemment une majorité de familles d'otages qui sont pour une ligne musclée en direction du gouvernement, mais qui manifestent, comme on l'a vu ce week-end, devant la présidence de l'État, devant la résidence du Premier ministre. Il y a aussi des familles qui ont choisi une autre approche, à savoir manifester, ou en tout cas s'exprimer devant à Kerem Shalom, poste de passage de Kerem Shalom, et empêcher, comme ils l'ont fait ces derniers jours, le passage des camions d'aide humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous êtes avec Israelis Forever partie prenante dans cette démarche. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que représentent ces familles d'otages, combien il y en a qui adoptent cette attitude par rapport à ce qui semble être la majorité? Je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais malheureusement, nous avons entendu un enregistrement vidéo de Ehud Barak, l'ancien chef d'état-major, l'ancien Premier ministre, l'ancien député de Meretz, qui a dit que maintenant il ne fallait plus récupérer la réforme judiciaire pour essayer de faire tomber le gouvernement de droite, mais qu'il fallait manipuler, utiliser les familles des otages, et c'est exactement malheureusement ce qu'ils font. Il y a certaines, et je peux tout à fait comprendre toutes les démarches des familles des otages. Il est évident que cette douleur d'avoir un proche enfermé, otage du Hamas, doit être une douleur incommensurable de tous les instants. Et il est tout à fait légitime de leur part de tout faire pour que leurs proches soient libérés. Pour autant, il y a certains membres de ces familles, je citerai par exemple Eliaou Libman, l'actuel maire de Kiryat Arba Hebron, qui a son fils qui est pris en otage et qui a la force, parce qu'il faut dire que c'est une force énorme, et il est véritablement un héros que l'on doit admirer, qui dit que l'intérêt individuel ne peut pas primer sur l'intérêt collectif. Et nous avons vu que lors de l'échange entre Gilad Shalit et les 1000 terroristes qui ont été libérés
il y a de cela quelques années, tout ce que nous avons dû endurer comme conséquence. Sinouar a été parmi les 1000 prisonniers qui avaient été libérés contre Shalit. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en danger toute la population israélienne, malheureusement, pour récupérer les otages. Je suis pour, bien entendu, libérer tous les otages, mais par le bras armé de Tsahal, par une opération et par une pression constante sur les membres du Hamas. Si aujourd'hui, ils sont à même de coopérer et d'arriver à un accord, c'est uniquement grâce à la pression militaire. Et de la même manière, les convois soi-disant humanitaires qui sont inhumanitaires au possible, qui sont des convois de ravitaillement du Hamas, ne doivent pas passer. Et il est évident que nous devons nous rallier à ces familles et à cette association Tzavteisha qui est aussi formée de Milouimnikim, de ces soldats qui ont tout lâché, leur famille, leur travail, qui ont été ces 300 000 soldats qui ont été se battre à Gaza, qui ont tout abandonné pour se battre en plus de nos soldats qui sont en service, pour libérer Israël de cette menace du Hamas, et qui, lorsqu'ils reviennent, voient qu'il y a des convois humanitaires, soi-disant, qui passent pour cette population et qui en réalité renferment aussi également des armes et de l'argent. Donc, véritablement des camions de ravitaillement du Hamas. Et cela fait 3 jours maintenant qu'à partir de Kerem Shalom, nous ne pouvons malheureusement pas contrôler avoir une influence sur ce qui se passe à partir de l'Égypte, mais en tout cas, à partir de Kerem Shalom, cela fait maintenant 3 jours que ces convois humanitaires ne passent plus. Et Israel is Forever se joint également à cette initiative. Mardi, nous organisons un groupe très conséquent de francophones qui vont aller se joindre à cette initiative qui est la seule initiative possible, mettre la pression sur le Hamas, ne plus leur donner de ravitaillement pour qu'ils puissent libérer nos otages. Eh bien, Maître Nili Naouri, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ces 3 sujets qui sont bien entendu liés de très près à la guerre dans la bande de Gaza. Donc, ce rassemblement organisé aujourd'hui pour repeupler, on va dire, reconstruire des implantations juives dans la bande de Gaza également, donc pour réagir au verdict intérimaire de la Cour internationale de justice et à propos donc de ces manifestations de familles d'otages dans Kerem Shalom pour empêcher donc l'acheminement d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Merci beaucoup d'avoir réagi à ces sujets et à bientôt. Bonne journée. Shavua Tov. À bientôt.